Bonjour, je suis Léonard Anthony, praticien en hypnose et auteur de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Je suis heureux de partager avec vous un échange en toute simplicité que j'ai eu avec le médecin, spécialiste de l'hypnose et directeur du centre Hypnosis et par ailleurs écrivain, Jean-Marc Benayem. Comment considérer sa fatigue lorsque l'on a une maladie chronique? Peut-on en faire une alliée pour alléger son quotidien? Le docteur Jean-Marc Benayem nous livre sa réflexion sur le sujet. Ensemble, nous échangeons sur les sources de fatigue qui impactent nos vies et partageons nos propositions pour ne plus les subir, pour dire Goodbye Fatigue. Bonjour Jean-Marc, merci d'avoir accepté cette invitation pour venir discuter d'une thématique qui, comme tu le sais, m'intéresse beaucoup, celle de la fatigue. Alors je rappelle que tu es médecin, ancien praticien attaché au centre de la douleur des hôpitaux de Cochin et d'Ambroise Paré. Tu diriges aussi le centre Hypnosis. Tu as créé le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière et tu es auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru chez Flammarion qui s'appelle Hypnose-toi toi-même. Une forme, on pourrait dire, d'injonction paradoxale pour tomber tout de suite en hypnose en ouvrant la première page d'un excellent livre que je recommande, par ailleurs. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir de papoter autour de sujets aussi passionnants. Alors pour toi qui es médecin spécialiste en l'occurrence de la douleur, mais je sais que tu travailles sur plein d'autres sujets autour de l'hypnose, si je te dis le mot fatigue, qu'est-ce que ça évoque pour toi? En général, comme mon objectif, c'est d'aider des personnes qui souffrent, dès que j'entends le mot fatigue, ça sollicite le soignant. Et l'idée, pour moi, enfin, ce que je perçois tout de suite, c'est de questionner le patient. C'est-à-dire, mais quelle sorte de fatigue? Est-ce que c'est dans le corps et il faudrait faire des explorations? Ou bien non, tout est normal, c'est juste que je vais pas bien. Et à ce moment-là, on ouvre. Le mot fatigue ne risque de pas suffire. Et on ouvre, on dit, mais d'accord, mais il se passe quoi dans votre vie? Des conflits, un surmenage, un burn-out? Qu'est-ce qui est à l'origine d'eux? Voilà. Et c'est juste un mot qui va ouvrir petit à petit la relation à quelqu'un. Voilà. Parce que le mot lui-même, c'est juste une introduction. Ah, d'accord, et on fait connaissance avec, comme on disait, la singularité, voilà, de cette personne, comme on disait avec François Roustan, bien sûr, que nous avons bien connu. Et cette ouverture va nous permettre d'accéder à une personne et qui va nous expliquer, alors voilà, c'est parce que ci, parce que ça, et comment je ressens, et pourquoi je ressens la chose si mal. Et pour nous, c'est juste l'entrée vers faire connaissance et comprendre l'origine de cette fatigue. J'aime beaucoup cette définition que tu donnes, qui est prendre le mot fatigue comme une rampe d'accès au final pour faire connaissance, pour entrer en relation. Oui, oui, parce que ça n'irait pas de dire que je soigne la fatigue. On dit, mais non, tu soignes une personne, un être humain. Donc, s'il met ça en avant, hop, c'est le point d'appui qui va ensuite ouvrir, s'il a envie, s'il est d'accord, parce qu'on est dans le soin, c'est parce que si j'ai vécu ça, je dors très peu, je m'inquiète d'eux, et ça explique la fatigue, et on sait que c'est là qu'on va soigner. On ne va pas soigner la fatigue finalement. On va soigner quelque chose qui est en amont, voilà, que je ne supporte pas, et qui va faire que la fatigue va disparaître. C'est un symptôme. Ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que tu es en train de dire, et parfois c'est un peu caricaturé, donc je trouve que c'est bien que tu reviennes dessus, c'est que le médecin que tu es ne dit pas je soigne uniquement le symptôme. Tu dis je mets en corrélation avec la façon de vivre de la personne, son état physique, psychique. Je sais que ces frontières s'effacent dans ta conception de la médecine, et c'est très important d'insister sur ce point, me semble-t-il. Oui, on pourrait donc voir le symptôme comme juste un révélateur. C'est révélateur de quelque chose que je n'ai pas encore résolu. Je n'arrive pas à dire non à mon patron qui me donne trop de travail. La fatigue arrive
pour me dire, eh ben, défends-toi, commence à dire oui, à dire non, parce que tu dis tout le temps oui. Donc, le symptôme est désagréable pour inciter la personne à changer. Voilà, je n'arrive pas à accomplir quelque chose, je n'arrive pas à digérer quelque chose. Et donc, le symptôme, c'est magnifique. Il faut aimer ce symptôme puisqu'il nous informe de quelque chose. Et ensuite, je dis, mais il m'informe de quoi? Ah oui, d'accord, en fait, j'en fais trop. Ah, en fait, voilà. Et du coup, on peut changer. Alors ça, c'est un autre point fondamental que tu soulèves, c'est aimer le symptôme, parce que pour beaucoup de gens, on a tendance à repousser le symptôme, à le mettre de côté. Comme tu sais, dans mes travaux sur la fatigue, j'ai beaucoup dit, faites de votre fatigue une alliée, plutôt que d'essayer de la combattre. Ah, très Et, bien. et tu dis, aimer le symptôme, je trouve ça très très beau. Oui, mais parce que dans la médecine, par exemple, bon, c'est peut-être en train de changer maintenant, on nous a appris à calmer un symptôme. Et parfois, c'est bien, calmer une fièvre, calmer une douleur. Et puis, de temps en temps, on dit, bon, peut-être c'est pas ça le chemin. Est-ce que ce symptôme n'est pas révélateur de quelque chose? C'est-à-dire, je suis en conflit avec mon ventre, avec mon corps, avec ma tête. Et donc, au fond, le soin, ce serait de sentir la relation que la personne a à son ventre, son corps, son dos, sa famille, ses employeurs. Et à ce moment-là, c'est là qu'on agit pour modifier la relation et que la fatigue, on espère, va disparaître. Oui, c'est très très juste parce que on le voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui accélère sans cesse, où avec l'avènement en l'occurrence du digital, nous sommes pris dans une spirale comme un hamster qui court dans une roue. Et de considérer sa fatigue te permet justement de simplement te rendre compte que tu es dans une roue déjà, parce que tu ne le sais pas. Oui, alors voilà, là tu évoques un soin, et par exemple, l'idée du hamster qui tourne dans la roue, que je reprends de temps en temps, ben, ce serait de me projeter. Voilà. Et je savais pas, je croyais que c'était la roue qui me faisait tourner. Voilà. Et en fait, c'est moi qui pédale dans la roue. Et mais comment tu fais? Ben, je peux même pas freiner parce que ça m'emporte. J'ai pas le choix que de m'expulser de la roue, de me mettre hop comme ça et de dire, et puis je vois que la roue s'arrête. D'où les injonctions que l'on fait parfois dans les séances d'hypnose où on dit, pouvez-vous ne rien faire? Ça veut dire vous éjecter de la roue qui tourne, attendre qu'elle s'arrête, et de ce fait, je dis, ah effectivement, si je suis à ne rien faire, alors je retrouve le calme, le vide, l'espace, alors que j'étais dans une hyper-excitation chronique. Ouais, ça m'amuse beaucoup que tu évoques ça sous cet angle-là, parce que ça me rappelle une histoire de quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est venu me voir en me disant, écoutez, je viens vous voir parce que je me lève toutes les nuits à 3h32, précisément. Et donc, j'en ai parlé à mon médecin, qui m'a dit, faudrait peut-être que j'en parle à un psychiatre, etc. Donc, cette personne est dans un parcours, et puis le psychiatre me l'adresse en me disant, écoutez, est-ce que vous auriez une idée? Et je lui dis, et donc jusqu'à maintenant, tout le monde s'intéressait au problème de se réveiller à 3h32. Et moi, je lui dis, vous savez, vous avez une chance extraordinaire. Quel sens de la précision de vous lever à 3h32 tous les jours. Donc elle me regarde, elle me dit, ah bon, mais vous croyez? Je dis, oui, mais quel est le souci au fond? Elle me dit, parce que le matin, je suis fatigué. Ah, je dis, bah oui, là, je comprends. Eh bien, je vais vous apprendre un geste que vous pourriez faire pour arrêter de vouloir vous réveiller de toute force, et plutôt pour apprendre à vous éveiller. Et je lui propose la chose suivante, c'est simplement de rester allongé, de sentir cette fatigue au petit matin, Oui. et de respirer et de bouger très lentement son corps jusqu'à ce que son corps se remette en mouvement. Quelques jours plus tard, cette personne me rappelle, elle me dit, votre truc, ça marche vraiment bien, je suis plus fatigué. Je me lève toujours à 3h32, mais je suis plus fatigué. Ah, oui, d'accord. Alors, ça, c'est un chemin intéressant. Effectivement, parfois, mais là, c'est ce que tu viens de dire, parfois, il ne faut pas attaquer le symptôme ou le problème directement. Voilà. Le problème, faites-moi dormir, refaites que je dorme bien, et toi, tu as déplacé, tu dis, attendez, on va juste travailler sur le réveil, c'est-à-dire peut-être que ça peut suffire. Et cette façon de travailler sur un autre élément qu'elle a mis en évidence
pourrait lui enlever la pression et en quelque sorte, au lieu qu'elle surveille son sommeil, au lieu qu'elle se dise, elle anticipe, je vais être fatiguée, je vais mal passer la nuit, tu as soigné quelque chose qui fait qu'elle va peut-être se déconnecter de ses peurs, de son appréhension, et c'est un chemin intéressant, un peu indirect, qui est thérapeutique. Mais ça me rappelle une des conversations qu'on a pu avoir par ailleurs, où nous avons vu aussi que justement la focalisation, le fait de focaliser sur cet horaire, est une source de fatigue et empêche finalement aux symptômes à la cause de se dissoudre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ça la pathologie. La pathologie, c'est quand on reste dans une sorte de boucle obsessionnelle qui tourne et qui est, mon Dieu, comment... J'ai des patients qui disent, je pense comme la tienne, mais déjà dans la journée, je me dis, mais comment je vais passer la nuit? Exactement. Voilà. Déjà dans la journée, elle est là à se dire, mais est-ce que je vais trouver le sommeil cette nuit? Et donc, ça y est, la boucle est installée. Et c'est un peu paradoxal, puisque la fonction sommeil est une fonction où justement, il n'y a pas de contrôle. Et donc, on revoit un autre élément qui est passionnant, qui est, si je veux contrôler, et elle contrôle, puisqu'elle a l'horaire 2h32, 3h32, donc elle contrôle. Et si je contrôle, finalement, je perturbe un automatisme qui n'est pas du registre du contrôle. Et donc, l'idéal, ce serait bien sûr qu'elle arrive à passer dans le non-contrôle, en disant, eh ben, on verra bien. Et voilà, c'est l'ouverture vers les portes de la guérison, pour reprendre un titre de tes livres. Absolument, c'est-à-dire que je perds toute maîtrise et on verra bien. Et déjà, elle n'est plus fatiguée, donc c'est génial. Oui, c'était ça. Et tu sais, toi qui as beaucoup travaillé sur la douleur, et comme tu sais, j'ai beaucoup aussi, par la force des choses, dû réfléchir à ça et expérimenter sur moi-même, j'ai noté de la même façon qu'il y a une vraie relation entre l'anticipation qu'on peut avoir quand on a des maladies chroniques, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis, l'anticipation de la prochaine crise, quelle que soit la nature et en particulier dans la douleur, et quand on anticipe, on s'épuise à anticiper, et quand la crise est passée, donc on s'épuise légitimement dans la crise de douleur. Mais quand la crise est passée aussi, on reste avec une peur au ventre. Et cette peur qui continue à subsister, continue à être une source d'épuisement. Comment est-ce que quel regard, toi, spécialiste de la douleur et de l'hypnose, tu portes sur cette fatigue associée, et quels conseils on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent? C'est tout à fait physiologique. C'est-à-dire, effectivement, quand on a une pathologie qui est chronique, on sait que peut-être mon côlon va me refaire mal, peut-être mon dos peut-être ma migraine va revenir. Voilà. Et c'est logique d'anticiper d'une manière inquiète, puisque ça va me pourrir la journée, etc. Donc, on est, comme disait Freud, dans l'anticipation anxieuse. Et parce que si je prévois l'avenir, je ne vais pas le prévoir de manière radieuse, magnifique, je vais le prévoir avec l'inquiétude, la peur de. Alors l'idée, ce serait de modifier l'attente. C'est-à-dire, ce ne serait pas une attente anxieuse, sinon c'est sûr que ça y est, je fais même de l'adrénaline et je vais même provoquer peut-être la douleur, mes spasmes dans le ventre, ma contracture. Donc on doit être dans une attente qui n'est pas non plus espérante, comme disait Freud. Alors c'est une attente comment? Une attente vide. On doit s'entraîner à dire, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, alors que je sais très bien que j'ai quand même une pathologie chronique. Oui, mais je n'ai plus envie de l'anticiper de manière anxieuse. Je reste soit dans le moment présent, soit je suis dans une attente vide, ni espérante, neutre, ni espérante, ni anxieuse, sinon là je suis mal. Et on travaille ça avec les patients. Est-ce que vous pourriez être dans une attente neutre, sans émotion, sans rien? Et à ce moment-là, ils disent, ah, effectivement, j'ai moins de spasmes, j'ai moins de tension, parce que sinon, je focalise sur la prochaine crise qui est toujours pas là, mais que j'anticipe. Et donc, je reviens dans le moment présent. On travaille beaucoup sur les chronicités. Alors ça, c'est capital ce que tu viens de dire, le nombre de fois aussi où j'ai dû répéter, mais c'est dans notre société où tout est prévu, on a des modèles mathématiques maintenant qui sont faits pour prévoir l'avenir, c'est difficile à accepter. C'est pour beaucoup de gens qui me disent, mais alors tu sais, j'ai beaucoup théorisé cette notion qui est de faire la différence entre rien faire et faire rien.
où j'ai créé j'ai dit qu'il y avait une notion de dynamique dans le faire rien. Que cette attente, elle devient un espace où il se passe beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut imaginer, où c'est pas passif. C'est ça. C'est-à-dire, mais là tu as rajouté un point important. Cette attente, il se passe des choses si je la laisse libre, ouverte, neutre. À ce moment-là, il se passe des phénomènes d'adaptation. Si cette attente, j'y mets de l'anxiété, de la peur, et on peut comprendre, parce que parfois c'est vraiment désagréable, eh bien cette attente se resserre, se rétrécit, et je focalise sur l'élément désagréable. Voilà. Et alors que si elle est neutre, je dis oui, peut-être, mais on verra. Et cette espèce de détachement, voilà, physiologiquement est différent pour le corps, puisque je fais moins d'adrénaline, je fais moins d'angoisse, je fais moins de... Voilà. Donc c'est un chemin qu'on travaille beaucoup pour tout ce qui est chronique dans les pathologies. C'est une forme de chemin qui d'ailleurs touche à plein d'autres choses à partir du moment où on explore ça, et là l'auto-hypnose est une belle invitation à cette dynamique. C'est un chemin qui ouvre au fond vers la liberté de chaque individu. Voilà, c'est-à-dire le mot liberté, ça voudrait dire que nous sommes tous, évidemment, extrêmement conditionnés par. L'être humain est tellement influençable qu'il se laisse conditionner par quelque chose qui a une emprise. Alors ça peut être une addiction, bien sûr, mais ça peut être aussi une peur, une douleur, une pathologie. Et si c'est ça qui me conditionne, ou un drame qu'on a vécu, alors je peux dire je ne suis pas libre. C'est cet élément-là, que parfois j'ai vécu douloureusement, qui me domine. Et l'idée, c'est bien sûr de dire, ah, non, 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 moi je veux la liberté, je ne veux pas être dominé par. Là, tout de suite, ça va à peu près, oui, et bien c'est ça qui compte, et c'est ça mon point d'appui. Et c'est formidable ce que tu viens de dire, parce que, encore une fois, ça me rappelle une histoire où j'ai eu une personne qui était venue me voir et qui souffrait de douleurs chroniques. Et elle avait été dans un centre de douleur, où on lui avait appris des techniques, etc. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de complémentaire, puisqu'elle avait déjà beaucoup travaillé là-dessus. Mais ce dont je m'étais aperçu, c'est que cette dame était dans un hyper-contrôle. Et un hyper-contrôle de toute sa vie. Et qu'au fond, je me suis dit, et si je prenais la question autrement, c'est-à-dire que si je lui apprenais exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'apprendre à abandonner toute velléité à réussir sa vie et à finalement commencer à déguster sa vie. C'est j'ai la formule que je lui ai prise. Apprenez à déguster votre vie. Et donc je l'ai emmenée dans un parc et je lui ai montré, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voyez? Et donc elle me décrivait physiquement ce qu'elle observait. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et elle était incapable de décrire ce qu'elle ressentait. Et donc le travail que nous avons fait a été celui d'éveiller un autre champ de perception, celui de la physiologie, du ressenti, juste de sentir l'air sur le visage, et juste d'être dans cet instant-là. Et petit à petit, indirectement, son ressenti de la douleur, elle a pu le mettre en corrélation avec d'autres choses et de voir que cette douleur-là, finalement, il existait d'autres choses à côté. Il n'y avait pas que la douleur. Donc plutôt que d'adresser la douleur, j'ai adressé l'existence. Alors, c'est un bon chemin, je trouve. C'est un bon chemin, c'est-à-dire que, mais bon, bah, tu l'as très bien dit, ça voudrait dire, et je suis en train justement d'écrire un livre sur cette dualité, c'est-à-dire, je remarque que cette patiente est dans un mode de contrôle intense, elle a des raisons, bien sûr, mais elle n'est pas présente à son corps, elle n'est pas dans ses perceptions. Elle est présente que à une peur, à une tension, à une inquiétude, à beaucoup de mental. Et le fait de lui dire, mais est-ce que vous avez vu que c'est le printemps? Vous voulez imaginer que vous êtes en train de vous promener? Alors elle va passer dans du sensoriel. Et l'objectif, c'est que le sensoriel est plus large, c'est-à-dire le jeu est en retrait, puisque je ressens la nature, les oiseaux, les arbres, et le jeu se met à appartenir au contexte, et dans cette perception qui est élargie, il est possible de modifier une perception. C'est-à-dire,
comme un jour un patient m'a dit, en fait, j'ai toujours les acouphènes, hein, mais ça m'inquiète plus. Voilà. Ouais, alors qu'avant, je disais, non, il faut que les acouphènes s'en aillent, j'en peux plus. Et là, il me dit, en fait, ils sont toujours là, hein, mais je m'en fiche. Voilà. Et ça a tout changé dans sa vie de quotidien. Oui, ça rejoint une des paroles de notre cher ami François Roustan, auquel tu faisais référence tout à l'heure, qui disait il faut réinstaller l'individu dans son écosystème et donc justement ressentir tout le reste de la vie. C'est ça, ça voudrait dire que la souffrance provient de ce qu'on est, on s'extrait de cet écho, voilà, que donc, du coup ça a donné écothérapie. On s'extrait, on ne fait pas exprès, hein, mais parce que je pense, je rumine, je ressasse, et je suis de plus en plus absent, de plus en plus capté par mes douleurs et mes peurs, et la réinsertion, voilà, dans l'écosystème fait que je peux relativiser, je peux dire oui, bah, qu'est-ce qu'il y a, je ne suis pas parfait, je suis comme les arbres, hein, je ne suis pas parfait, eux non plus, ils ne sont pas parfaits, donc moi non plus, voilà, et j'accepte plus facilement puisque je suis en relation avec la nature qui est tout à fait imparfaite. Je crois que c'est une magnifique conclusion. Finalement, l'analogie avec les arbres, cette imperfection, et pourtant la nature jaillit tout autour de nous. Ce qui me renvoie à un autre ouvrage magnifique que tu as fait, un ouvrage de photo. Je te laisse nous dire quelques mots dessus. On a été confronté, j'ai été confronté pendant presque 40 ans dans les douleurs chroniques, dans les centres de traitement de la douleur, et, on a mis en évidence des principes. Ces principes qu'on met la personne en transe hypnotique, et puis il y a des principes comme pas de jugement, pas d'attente. Et puis, en lisant et en rencontrant des bouddhistes, que ce soit à Paris ou au Japon, on s'est dit, mais les principes sont les mêmes. Ni bien ni mal. Et on dit, mais ce sont les mêmes principes. Et donc, la transe hypnotique, elle a la vertu de faire émerger ces principes et les rendre accessibles. Alors on a fini par faire un livre, Zen et hypnose, avec Harry, mon fils, qui, lui, c'est le photographe, il a fait un film, il a même fait un court métrage sur quels sont les principes communs, et c'est normal, la souffrance, que ce soit au Japon, en Inde ou en France, ben c'est pareil, c'est la souffrance et la souffrance. Et si on est tellement admiratif de ce que les moines et les prêtres bouddhistes ont mis en évidence, c'est qu'il y a une force, il y a une vérité. Et nous avons à nous inspirer de cela. Donc voilà, donc j'ai fait un livre sur Zen et hypnose, les principes vers le soulagement, la joie, le bonheur, pour pouvoir sortir de nos peurs. Eh bien, j'invite tous ceux qui nous écoutent à découvrir cet ouvrage. Je pense en cette période que nous traversons, qui n'est pas toujours simple pour tout le monde, découvrir ces principes, apprendre à les assimiler est une belle piste pour se sentir aussi moins fatigué par des tensions qui nous tombent dessus au quotidien. Merci. C'est publié chez la Martinière, mais le livre est toujours voilà, très apprécié. Merci d'en avoir parlé. C'était avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Marc Benayem. C'était un échange riche. Nous pourrons reprendre cette conversation un jour si tu le souhaites, parce qu'elle apporte, je pense, beaucoup d'éclairage à un grand nombre de personnes. Avec plaisir. Merci, Léonard. C'était un moment agréable. Retrouver sa liberté et ne pas se laisser conditionner par la maladie ou un événement difficile que nous avons subi. Accepter nos symptômes et leur rôle dans notre quotidien. Ne pas céder à la tentation de se projeter à toute vitesse dans un futur que l'on ne connaît pas. Apprendre à rester dans une attente vide, paisible. Savoir savourer ce que l'on voit, ce que l'on sent. En somme, savoir déguster sa vie. Éveiller tous nos champs de perception et ne pas délaisser le sensoriel au profit unique du mental. Accepter que, comme la nature, nous soyons imparfaits. Voilà quelques pistes que j'ai retenues de notre conversation. Il y en a évidemment d'autres. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez par ailleurs d'autres clés dans mon ouvrage Goodbye Fatigue. Merci pour votre écoute et à bientôt.